D'abord, c'est dans un contexte très particulier, c'est un contexte américain où la publicité comparative était autorisée, ce qui n'était pas le cas en Europe et dans la majorité des pays. Donc la compétitivité poussée jusqu'à outrance, jusqu'à être comparatif et la confrontation des marques, est quelque chose qui est certes toujours existé, mais beaucoup existé dans l'univers des marques américaines. Donc c'est d'abord né de cette culture et de cette capacité qu'on a à se confronter à son compétiteur, et surtout quand on est challenger. La deuxième chose, je trouve que cette idée, elle part du principe assez simple finalement d'essayer de rétablir une contre-vérité installée à tort ou à raison par son concurrent et leader sur la capacité d'une marque versus l'autre à avoir un meilleur goût. Et rien de mieux pour ça que de revenir sur le terrain, que de revenir au plus près du consommateur en faisant goûter et en faisant comparer finalement un produit versus l'autre. Donc je crois que ce cas, c'est surtout l'avènement du terrain, l'avènement de la proximité, l'avènement du produit, du rôle du produit dans la constitution d'une image de marque avant toute publicité et avant tout autre type de message. Oui, et c'est aussi, je pense, l'avènement du neuromarketing. Avant l'heure, parce que ça ne s'appelait pas encore comme ça. Et c'est quand même le point de départ, il faut le rappeler. C'est en blind test, en aveugle, les gens préfèrent le goût de Pepsi. Et j'accélère, et on se retrouve avec un Coca qui gagne toujours en termes d'image. À la fin, finalement. À la fin, un Coca qui gagne toujours en termes d'image et qui gagne toujours en termes de chiffre d'affaires. Et on se dit, là on réfléchit sur le rôle de la communication et on se dit, la communication est assez puissante pour transformer une perception biologique, chimique, physique, en son exact opposé dans les actes et dans les comportements. Donc ça veut dire que les gens, ils préfèrent le goût du Pepsi, mais l'image, le monde de Coca, l'univers de Coca, les valeurs de Coca ont recouvert et complètement annulé cette préférence. Et c'est là qu'on se dit le pouvoir de l'image, il est dingue. Il est dingue. C'est un pouvoir qui est capable de transformer une réalité. Alors ça fait un petit peu peur. Oui, mais d'abord, c'est une opération sur le long terme. Oui, donc, ils ont boosté leur vente d'abord parce qu'ils partaient de loin, parce que rétablir cette contre-vérité, oui, tu as raison, scientifique. C'est-à-dire qu'un goût est préféré à l'autre, mais on achète l'autre marque, prend du temps quand même, et que la communication de l'autre et du concurrent et leader continuait de se dérouler et de se développer de manière massive. Donc, oui, mais sans... Je pense que le grand bénéfice, cette guerre, elle a été au bénéfice des deux, parce que ça les a boostés tous les deux. Pepsi, il a été boosté comme le challenger est boosté pour dégommer le leader. Oui. Et Coca a été boosté pour ne pas se laisser rattraper. Donc Coca est devenu excellent dans des... Ils ont créé, que ce soit les ours blancs, que ce soit la fabrique à bonheur, que ce soit tout ça. Ils ont créé des thèmes de communication, sachant que c'était leur atout principal. Ils ont créé des thèmes de communication qui sont devenus un peu comme le calendrier Pirelli dont on parlait tout à l'heure, des rendez-vous chaque année, on se dit qu'est-ce que va faire Coca ? Qu'est-ce que va faire Coca ? Qu'est-ce que va faire Coca ? Et Pepsi continue à les challenger à chaque fois. Il y a toujours une rupture, c'est qu'ils se sont dit, il y a Coca qui crée des univers ex nihilo, qui crée des univers formidables avec des gens qui s'adorent, qui sont beaux, qui sont jeunes, qui s'aiment et tout ça. Et donc c'est du message, c'est de la création d'un message. Eux, ils ont dit, on ne va pas créer un message, on va prendre la réalité. C'est presque la première TV-réalité. C'est qu'ils prennent les consommateurs avec leurs cheveux comme ça, leur tête normale. Voilà. Et c'est le consommateur qui est le message. Alors, il y en a un, c'est le rêve, l'inspiration et Hollywood, presque. Pas les confondre. Non, pas Hollywood Film Gum, mais Hollywood Cinéma. Et les autres qui ont dit, nous, c'est la vraie vie. C'est un peu c'est la télé-réalité avant l'heure. Et c'est la vraie vie, regardez nos consommateurs. Et du coup, ils étaient complémentaires et pas du tout en train de se manger l'herbe sous le pied l'un l'autre, mais en train de travailler sur deux univers différents. Dans une période, parce que le démarrage de cette opération, c'est 75 une fois de plus, donc une période où les marchés n'étaient pas saturés. Les marchés à l'échelon international permettaient aussi à
ce bouillonnement ou ce challenge réciproque d'étendre la superficie de leurs affaires à l'échelon mondial. Donc c'est vrai que c'est un point important et à ne pas négliger, c'est-à-dire que la même chose aujourd'hui ne donnerait pas les mêmes effets sur le business et la dureté de la compétition serait beaucoup plus violente et sans doute beaucoup moins au bénéfice d'un marché qui est quand même beaucoup plus saturé aujourd'hui. Les comparatifs, il y en a eu plein. Il y en a plein dans la tête des gens, parce que finalement, quand on pense à une marque très iconique, comme on dit, ou très marquée, on pense souvent à son concurrent. Donc, souvent, une marque va avec son challenger ou son leader, en tout cas pour les deux premières. Après, le cas particulier de la distribution, il est complètement... Enfin, moi, je trouve qu'il est différent, c'est-à-dire que la distribution, elle n'est qu'un vecteur d'accès aux produits. Elle a beaucoup de mal à exprimer autre chose que cette accessibilité, une certaine proximité, le prix, mais elle a du mal à enrichir ça. Alors, certaines enseignes comme Monoprix l'ont fait en voulant réenchanter le quotidien et apporter... Mais ils sont sortis du prix et ils sont en ville d'une certaine manière et ils sont dans une logique de distribution qui n'est pas celle de la masse, des Carrefour, Leclerc, etc. On voit qu'aujourd'hui, ces grands distributeurs-là, pour Leclerc, ont réussi à embarquer une partie du proximité technologique liée au prix avec leurs fameux comparateurs pour pouvoir incarner cette idée de préférence du prix, mais ça va quand même pas très loin, les tonalités de communication sont faibles, Auchan refait tout aujourd'hui, il y a encore 2 ou 3 jours de ça, on a quand même du mal à y croire. Et quand Intermarché fait producteur-commerçant, on a plutôt l'impression que c'est la centrale d'achat qui parle et qui explique pourquoi elle produit pour pouvoir faire encore moins cher que d'avoir réellement un commerce qui a un sens par rapport au lieu d'implantation des enseignes. Tu as raison parce que aujourd'hui, quand vous dites c'est comparable, je ne crois pas que ce soit comparable parce qu'aujourd'hui, la comparative des distributeurs, elle est que sur le prix. Donc, c'est une comparative à l'os, ce que j'appelle à l'os, c'est-à-dire qui est pauvre et qui est... Alors que Pepsi et Coca, c'était la comparaison de 2 territoires. C'était beaucoup plus ample, c'est plus qualitatif. Aujourd'hui, la comparative prix, elle est sclérosante, elle est extrêmement pauvre. Et on s'interroge aujourd'hui, je trouve, sur... La comparative, ça a toujours fait débat, la publicité comparative. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est un petit peu le cul entre 2 chaises, comme on dit. Si on devait comparer que les prix, il n'y a pas besoin de faire tout ce flonflon autour. Et si on devait comparer des univers, il faudrait aller au-delà de ce qu'on dit sur les prix. Là où je trouve que c'est intéressant, c'est que sur cette idée de comparatif, c'est que Pepsi et Coca, dans leur affrontement, ont tous les deux construit leur univers de marque, construit leur plateforme. Donc, ce n'est pas des choses qui ont été au détriment de l'un ou de l'autre, comme on le disait tout à l'heure. C'est quelque chose qui a participé de la construction des plateformes. Donc, j'ai à un moment donné, l'univers de Pepsi est sur l'expérience, et sur le live, et sur finalement une forme de vie et en prise avec le monde direct, alors que l'autre est sur une forme d'allégorie du bonheur exprimé dans tout. Exactement. Donc du coup, ça a nourri des plateformes. Et c'est toute la différence entre cette comparative-là, qui est une comparative de marque, et de plateforme et d'univers de marque, et les autres comparatifs qui sont souvent en creux et à minima, qui sont sur une préférence technologique plus ou moins subjective ou objective, un prix plus ou moins bas. Enfin, c'est la comparative souvent et le marketing de la pénurie. Alors que là, je trouve que c'était l'utilisation de la comparative au service d'une marque. Et ça, c'est vraiment différent des autres comparatifs. Et la guerre aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que la guerre entre Pepsi et Coca, elle fait partie de l'histoire des deux. Et donc, quelque part, Pepsi est une partie de l'ADN de Coca aujourd'hui et Coca est une partie de l'ADN de Pepsi. Ils portent, ils ont... Oui, la guéguerre entre les deux fait partie de leur... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, regardez la guerre des lights, par exemple. Coca lance Coca Light Diet Coke en premier. Ensuite, les gens trouvent que c'est un goût de médicament, trop vanillé, goût de médicament. Paf, il y a Pepsi Max qui arrive avec un goût très proche de l'original du nom diète, mais quand même. Et donc après, il y a Coca qui se dit, tiens, celui-là est préféré par les hommes, paf, Coca Zéro qui arrive, qui est la réplique chez Coca du Pepsi Max en goût. Et après, l'autre qui dit avec la stevia. Et en fait, ils se tirent la bourre. C'est les meilleurs ennemis.
pense pour la raison aussi que soulevait Monique d'entrée, je pense que c'est une formidable ode à la croyance en l'image et à la communication, c'est-à-dire la capacité et le pouvoir que l'image a à retourner les choses par rapport à un caractère objectif réel, c'est-à-dire le fait que le produit soit préféré et meilleur de l'un versus l'autre, le fait que l'un soit capable de l'embarquer versus l'un, ça c'est quand même incroyable. Donc on fait un métier qui quand même par moment est assez passionnant parce qu'il a un vrai pouvoir sur la capacité d'image. Et l'autre point, je trouve ça c'est assez intéressant, notamment pour tous les gens qui ont travaillé dans des secteurs considérés comme pauvres en communication, c'est le formidable pouvoir du terrain, du produit, enfin finalement du bas de la pyramide et de l'échelle en communication, parce qu'on a souvent mis la publicité en haut, le reste en bas, le brand content maintenant tourne autour, on ne sait pas bien. Et surtout, le pouvoir du terrain dans cette affaire-là, et du produit d'une certaine manière, fait que ça rend quand même les choses assez passionnantes et que avec un mauvais produit, on ne peut pas non plus tout faire, quoi. Mais ça devrait aussi inciter les étudiants à aller voir tout ce que ça a généré ensuite autour de ça, c'est-à-dire que aller voir les pubs, aller voir les spots qui ont été faits dans le contexte de cette guéguerre entre les deux. Et c'est d'une créativité incroyable. Ou l'histoire de la tondeuse. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire de la tondeuse, où on voit quelqu'un devant son mobil-home en Marcel, avec des taches de ketchup et ça. Et on le voit le même qui boit du Pepsi, le même qui boit du Coca-Cola. Derrière, il y a sa femme avec des bigoudis qui passe quand il boit du Pepsi. Et puis quand c'est du Coca-Cola, c'est Cindy Crawford qui passe derrière la tondeuse. Et quelques années après, on n'a rien dit. Apple qui le fait contre IBM. Exactement. Et donc, ça a stimulé la créativité. Les deux ont gagné à cette guerre. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on voit très souvent, quand on a des guerres entre gros acteurs sur le même terrain, on voit souvent une valeur ajoutée en termes de communication et de business qui descend, alors qu'à cette époque, ça s'est fait vraiment dans le bénéfice de tout le monde. Donc. Et au bénéfice des deux marques.